Très content d'être là encore une fois. Bienvenue à cette émission. J'espère que vous allez bien à la maison. Nos invités, Emmanuelle Boucher, elle qui va nous présenter son premier album à saveur country. Également Stéphanie Giroux qui sera là pour nous exposer son plus récent livre. Également Isabelle Plante qui est l'esthéticienne de l'année au Canada. On va en apprendre davantage sur ce domaine. Aussi, Stéphanie Léveillé viendra nous parler d'un film qui a été tourné ici à Laval, soit Rive-Sud, et Marc-André Grondin qui en est une des têtes d'affiche. Toujours en restant dans le cinéma, Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de Dune, film le plus récent de Denis Villeneuve. Il est excellent, soit dit en passant. Et aussi, un peu plus loin, on pourra en apprendre davantage sur le deuil animal, un livre qui a été fait sur la question. Et c'est Joël Bergeron, qui est vétérinaire, mais co-auteur aussi de ce roman, qui sera avec nous. Je vous souhaite une excellente émission. Content de l'accueillir, c'est Isabelle Plante qui est avec nous, elle qui est lauréate du prix de l'esthéticienne de l'année et c'est Nouvelle Esthétique Spa Canada, donc prestigieux concours pour l'édition 2021. Elle s'est quand même démarquée parmi plus de 175 candidatures. Isabelle Plante, merci d'être avec nous. Merci à toi, Alexandre. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Et puis justement, je vais commencer de façon rudimentaire, mais c'est quoi être une esthéticienne? Ça, c'est une super de bonne question, Alexandre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. En fait, une esthéticienne, c'est quelqu'un qui va aller à l'école pour aller chercher un diplôme, soit un DEP, donc un diplôme du ministère de l'Éducation, ou aller dans une école privée pour aller chercher un diplôme d'une école privée, justement. Alors, voilà, donc une esthéticienne, c'est quelqu'un qui va prendre soin d'une cliente, donc de sa beauté globale. Elle va travailler sur le plus grand organe du corps, qui est la peau. Donc, elle doit connaître vraiment par cœur tous les types, les conditions, les irrégularités. Elle doit connaître aussi, non seulement ça, mais l'épilation, les poils, on doit connaître aussi les ongles, les pieds. C'est ça, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est beaucoup développé, le métier, puis les façons d'intervenir depuis de nombreuses décennies. Oui, mais là, écoutez, au 21e siècle, l'esthétique a fait un bond majeur dans le domaine et je vous dirais que maintenant, les esthéticiennes sont de plus en plus informées, sont de plus en plus... formées aussi. Formées et curieuses à avoir des formations pour devenir encore des personnes beaucoup plus expertes dans leur domaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça devient vraiment un métier qui est extrêmement intéressant. Et c'est de quel ordre de votre intervention sur la peau? Est-ce que, parce qu'on pense souvent à l'épilation, mais c'est large comme spectre de possibilités. Tout à fait. Donc oui, l'épilation, ça fait partie de notre sphère d'activité. Donc c'est sûr qu'une esthéticienne qui décide d'aller chercher d'autres formations comme une ASP, donc une formation en électrolyse ou en photoépilation, qui sont des méthodes réservées à nous et qui est en possibilité de diminuer considérablement la pilosité jusqu'à voir l'éliminer complètement. Donc, oui, donc cette personne-là peut aller chercher 540 heures de plus à sa formation, mais effectivement, la peau, c'est beaucoup plus que les poils. Donc, on fait des analyses de peau. On va vraiment déterminer les petites problématiques qu'on peut aller corriger en tant qu'esthéticienne. Et si on voit des irrégularités un petit peu plus prenantes ou qui sortent de notre champ d'expertise, bien, on est là pour conseiller à la cliente d'aller voir soit un médecin ou d'aller voir quelqu'un dans le domaine de la santé. Est-ce que, parce qu'on parle souvent évidemment de clientèle féminine, mais est-ce que la clientèle masculine grandit d'année en année ou c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe du tout. En fait, c'est en explosion. Les hommes, de plus en plus, sont conscients de leur peau, sont conscients aussi de leur allure et aussi, ils sont, avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on voit maintenant sur Internet, sont conscients aussi qu'eux veulent avoir une qualité de peau supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Donc, on parlait entrevue tout à l'heure de toi, de ta peau et tout ça, puis ça t'a éclairé sur beaucoup de choses. Ben oui, parce que ce qu'on disait, je peux même ramener un petit peu la nature de notre conversation, mais c'est que, tu sais, je veux pas, j'ai un teint très pâle, pigmentation et cheveux un peu rouquins, puis c'est sûr que ça fait en sorte que si je m'expose au soleil, rapidement, je vais avoir des petites rougeurs, des rougeurs aussi en lien avec des fois des petits boutons ou autres. Fait que c'est important même pour les hommes
temps de se protéger parce que tu me disais également que le soleil, c'est la chose la plus difficile pour la peau, je pense. En fait, c'est le facteur de vieillissement prématuré numéro 1. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Même les crèmes solaires, c'est considéré comme des crèmes anti-âge maintenant. Ah oui? Oui. Donc, c'est sûr que je vous propose de mettre une crème ou un sérum avant votre crème solaire, mais votre crème solaire, elle est essentielle. Et quand les gens me disent « Mais moi, Isabelle, je ne prends pas de soleil », si vous sortez à l'extérieur, vous prenez du soleil. Oui. Donc, juste prendre votre voiture, aller prendre une marche, faire des commissions, c'est prendre du soleil parce que vous faites bombarder par les rayons UVA, UVB, même dans votre voiture. Donc, c'est extrêmement important d'appliquer votre crème solaire. Puis, est-ce que aussi, c'est même de choisir, tu sais, je pousse plus loin, là, mais la crème, là, la 50, la 60, est-ce que ça a une incidence aussi? Ou en fait, dépendant... c'est sûr que la différence entre la 30 et la 50, il y a seulement 1 % de différence. Donc, moi, je vous dirais, à partir de 30, là, vous êtes vraiment bien protégé. En bas de ça, c'est sûr que ça peut changer un petit peu, mais je vous dirais commencer à 30, mais que ce soit 50, 60 ou 100, à partir de ce moment-là, ça change. Pas vraiment grand-chose. C'est plus du marketing, je vous dirais, à partir de ce moment-là. Important, c'est important quand même de le savoir. Puis surtout, comme vous dites, comme tu dis, donc on est exposé rapidement par les rayons du soleil. Je peux vous dire, Alexandre, la chose qui est très importante, c'est seulement de l'appliquer aux 2 heures. Donc, que vous ayez de la 30 ou de la 50, si vous l'appliquez seulement qu'une fois par jour, c'est pas assez, vous allez brûler quand même. Donc voilà, parenthèse fermée. Oui, puis parce que l'hiver s'en vient, puis on peut penser que c'est moins pire l'hiver, mais c'est pire à cause du reflet là, sur la neige, par exemple. Exactement, exact. Alors, c'est important, intéressant de le faire. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être, je comprends qu'on va vous voir, mais est-ce qu'on peut continuer à se faire des soins à la maison? Quelles sont les recommandations que tu suggères? En fait, quand les clients viennent chez nous, c'est qu'on devienne leur allié pour la beauté. Et quand ils viennent, c'est sûr qu'on peut faire des soins cliniques, on peut faire des soins du visage, mais on va proposer une routine beauté à la maison parce que c'est celle-ci qui va être la plus importante pour des réels résultats dans le temps. Donc, la cliente doit être constante et aussi, on y va vraiment avec le budget de la cliente, avec son type et conditions de peau. On va y référer des produits clés pour avoir un effet rapide et visuel. Et constant. Et constant, aussi. Exactement. Puis, est-ce que c'est toujours aussi une bonne question de savoir comment trouver une esthéticienne qui est fiable, qui est professionnelle, puis qui va aussi, veut pas, c'est une relation de confiance. Absolument. Donc, comment s'en remettre à quelqu'un? Comment trouver la bonne esthéticienne? C'est sûr que c'est une jungle en ce moment parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire esthéticienne, mais ce que je pourrais vous conseiller, c'est de demander ou d'aller sur le site de l'APESEC, qui est une association, qui est l'Association professionnelle des électrolystes et en soins d'esthétique du Québec, et aussi une toute nouvelle association qui va voir le jour éminemment, qui s'appelle le RPEQ, qui est le regroupement professionnel des esthéticiennes du Québec. Donc, toutes ces esthéticiennes-là regroupées, c'est des esthéticiennes de haut niveau qui se forment constamment parce que s'ils ne se forment pas, l'association peut les laisser aller et ne plus les accepter dans cette association. Puis ils ont des critères à respecter pour pouvoir adhérer à ces regroupements-là ou sorte de façon de pouvoir en apprendre davantage. Alors, exactement. Alors, intéressant. Puis en même temps, je pense que vous contribuez au sentiment de bien-être. Un peu comme quand on va chez le coiffeur, la coiffeuse, quand on sort de chez vous, de votre cabinet, je pense qu'il y a un sentiment de bien-être qui doit aussi envahir. Vraiment, on l'a senti justement durant la pandémie parce qu'on était les seuls, presque pour les personnes seules et célibataires, on les touchait. Et ça leur apportait un réconfort incroyable. Et une confiance en eux, parce que quand ils ressortent, ils se sentent belles et ils se sentent beaux. Il y a une estime de soi qui est instantanée et un sentiment global de bien-être. Bien, Isabelle Plante, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci. On a en commun le rang des pointes. Parce que, d'ailleurs, j'habite pas très loin de là, du côté de Saint-Tite. Elle a le son de Saint-Tite dans le cœur et dans la tête. Bien sûr, c'est Emmanuelle Boucher qui est avec nous, qui viendra nous parler de son premier album. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Bien, merci d'être là. Oui, le rang des pointes, pour ceux qui n'ont pas encore été au Festival Western de Saint-Tite, quand vous irez faire votre pèlerinage, vous irez là. C'est parce qu'il y a une bière à ce nom-là que tu aimes pas mal. C'est ma préférée, je te dirais. Jusqu'à présent, c'est ma préférée. OK. On s'en fera un cheers santé un moment donné après un show,
un spectacle de toi éventuel. Et chose qui est certaine, tu adores le country. Ça semble être dans ton sang, dans tes veines depuis très longtemps. Pourquoi ce son-là particulièrement? Ben, je te dirais, j'ai toujours été en amour avec la musique country. Puis quand j'étais jeune, je connaissais des gens qui m'emmenaient dans les festivals country. J'arrivais là avec mes tracks, puis je chantais du Laurent Jalbert, des trucs comme ça. Puis après ça, le milieu du travail est arrivé. Fait évidemment, je suis rentrée dans le monde corporatif où là, je me suis vraiment mis à toucher un peu à tout. T'sais, je faisais vraiment les événements corporatifs, du top 40, du rock, du pop. Puis après ça, quand est venu le temps de choisir l'album, j'ai fait comme, OK, maintenant que j'ai un peu essayé de tout, je fais comme, c'est vraiment le country que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est une musique qui rassemble les gens, puis c'est une musique que tu peux écouter quand il fait soleil, t'es en auto, tu fais un road trip. Fait que c'est vraiment ce qui m'appelait le plus. Ouais. Bien, c'est sûr que t'as jamais rien voulu d'un cowboy, mais t'aimes la musique country. Oui. Je paraphrase dans la chanson Cowboy. Aussi. Oui, c'est ça. Ouais. J'apprenais un cowboy à qui l'aurait cru. J'ai jamais voulu d'un cowboy. Mon père sera pas fier, non. J'apprenais un cowboy. Mais chose certaine, c'est ça tu dis parce que tu as fait du corporatif. Le groupe Alter Ego, dont tu as fait partie, que moi je connais, que j'ai même à la radio, parce qu'évidemment je fais aussi de la radio que j'ai déjà présenté avec plusieurs chansons. Puis qu'est-ce que justement ce tracé-là, ce parcours-là d'Alter Ego t'a apprise sur peut-être sur ta volonté davantage, sur ton identité, parce qu'elle veut pas, tu te dis, tu sais, ça a été bon, ça a été formateur parce que tu as fait de la scène, mais en même temps, est-ce que ça complique pas les choses quand tu veux aussi trouver ton identité musicale, en quelque sorte? Ben non, je te dirais que c'est vraiment un beau parcours parce que j'ai appris aussi à être sur un stage. Ouais. Je suis pas arrivée à faire mon album, faire comme, OK, là, il faut que je présente mon premier spectacle. J'ai appris à animer, j'ai appris à mettre des costumes, j'ai appris à chanter les chansons des autres, les reprendre, puis à animer une foule. Fait que je pense vraiment que c'est vraiment ça que ça m'a beaucoup apporté. Puis aussi le travail d'équipe. Veux pas, tu pars avec Alter, c'était vraiment une gang où on partait aux États-Unis, on partait en Chine. Puis fait qu'il faut que tu apprennes à travailler en gang parce que sinon, ça le fera pas. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais que c'est vraiment ça que Alter Ego m'a appris. Puis aussi, on a fait le processus d'album. J'ai eu une chanson avec Alter sur l'album. Fait que tout le processus de studio, puis parce que, tu sais, veux pas, j'ai adoré mon expérience studio à faire un album, mais c'est vraiment plus difficile qu'on pense. Souvent, tu fais comme, ça va être facile, je vais chanter les chansons, mais non, tu sais, c'est vraiment comme, on s'installe, puis quand tu fais un spectacle, ce que moi j'ai trouvé, c'est, quand tu fais un spectacle, tu parles avec le monde, peut-être que tu peux te tromper, mais t'interagis, fait qu'il y a tout le temps comme quelque chose qui arrête pas, tandis qu'en studio, c'est vraiment, OK, là, si tu rates quelque chose, on l'entend. C'est ça. Fait que tout ce processus-là d'Alter Ego, c'est vraiment, ça m'a appris à me rendre jusqu'à où je suis rendue aujourd'hui. Et c'est un son country rock, mais à la fois un peu moderne, puis aussi, tu respectes les vétérans du country dans la chanson classique, puis tu sais, c'est quand même intéressant. Puis pourquoi pour toi, c'était important de dévoiler ton amour pour les pionniers du country québécois. Entre autres, tu nommes la chanson de Gildor Roy, entre autres. Mais il y a plusieurs autres références, là, mais j'ai elle en tête qui me vient spontanément. Alors, pourquoi c'était important quand même pour toi d'avoir un regard sur ce qui s'est fait là, au passé du country aussi? Bien, au-delà du fait que j'ai beaucoup chanté en anglais, à la base, je suis une fille qui est fan de la musique québécoise. Fait que c'est sûr que ces gens-là, c'est toutes des idoles pour moi de faire comme... Tu les regardes, eux, puis tu te dis, j'en ai du chemin à faire pour me rendre là. Fait que je me dis, pourquoi pas? Puis c'est vraiment parti de l'idée. Marie-Lou Martin, qui est la personne qui a écrit la majorité de mes chansons, c'est vraiment elle qui est arrivée avec l'idée. Puis elle me connaît bien. On habitait ensemble. On a été coloc une partie de notre vie. Puis on était ensemble dans Alter Ego aussi. Fait qu'elle me connaît bien assez ce que j'aime. Puis elle est arrivée, elle a dit, tu sais, Manu, on pourrait parler de tes influences. Je suis comme, c'est tellement une bonne idée, tu sais. Puis c'est ça. Ça s'est imposé de lui-même. Puis également, il y a la chanson Cher Papa qui est là-dessus. C'est sûr que c'est une chanson qui est venue me chercher, me happer beaucoup. D'habitude, on parle beaucoup d'une relation avec nos mamans. Tu sais, c'est souvent ce qui fait référence qui est des références sur des chansons, mais le côté de lien d'affection entre une fille puis un père aussi, souvent, je trouvais que ça avait été pas tant que ça exploité dans le domaine de la musique country en plus. Chaque homme qui demande ma main semble loin d'être la moitié de l'homme que tu es, de l'homme que tu es. Cette chanson-là, est-ce qu'elle est chère pour toi? Oui.
Mon père, il faut savoir que c'est mon voisin. Fait que tous les matins, tu sais, souvent, c'est lui, on va se texter à 6 h le matin. Comment on va prendre un café? OK, cool. Puis, tout le long du processus de l'album, il était là. Fait que, mettons, je finissais une soirée de studio à minuit, ben là, je l'appelais, je suis comme, papa, je m'en viens, je te fais écouter ce qu'on a fait à soir. OK, ou le matin, je le réveillais, je te fais écouter où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je me disais, faudrait qu'il y en ait une, tu sais, puis je suis vraiment proche de mon père. Fait que je me disais, faudrait qu'il y en ait une, que ça soit une surprise, tu sais, qu'il soit pas dans le processus de création. Fait que c'est ça. Puis ça a été vraiment difficile pour moi de la garder parce que j'y parle à tous les jours. Ouais. Il m'appelle. Si je passe une journée sans y parler, il va m'appeler comme, ouais, t'es où? Tu sais, tu m'as pas appelé. Fait que ça a été vraiment difficile, même dans mon auto, pendant que j'écoutais la chanson, des fois, je pleurais juste à penser, j'espère, tu sais, qu'il va aimer ça. Qu'il va l'écouter. J'espère, tu sais, je pleurais juste à être nerveuse de la réaction. Fait que là, on s'est dit, on va la faire au complet, la chanson. Puis je l'ai invité au studio où j'ai enregistré mon album chez Moonson Music. Puis après ça, ben là, on y a fait écouter pour la première fois. Puis là, ma sœur le savait, ma mère le savait. Fait qu'avant que la chanson parte, ma sœur pleurait déjà. Ah oui? Sa réaction, est-ce que ça a été les larmes instantanées ou du moins il a été très émotif, j'imagine? Ah oui, il a pleuré tout de suite. Oui? Mais en y annonçant, je me suis mis à pleurer. Fait qu'il s'est mis à pleurer tout de suite. Ben, c'est une très belle chanson. Merci. Je devais te le mentionner. Puis évidemment, par contre, les gars, écoute, watchez-vous parce que là, il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de ton père. Personne. Personne, c'est ça. Il y a beaucoup de compétition là, pour ceux qui tenteraient de joindre la petite orteille de ton papa. D'ailleurs, il s'appelle comment ton papa? Michel. Michel, Ouais. Salutations à Michel et tout ça. Et est-ce que tu as, il nous reste un peu de temps, mais là, je comprends qu'on vient de lancer l'album depuis quelques temps à peine, depuis le 24 septembre. Donc, est-ce qu'il y a pour toi, plus pour 2022, une tournée, des spectacles, des festivals? Parce que la musique country, c'est ça qui marche en C'est festival. ce que je vis. Ouais. En plus, les festivals, c'est vraiment mes spectacles préférés. Fait qu'on est en train de préparer une belle programmation d'été là, pour l'été prochain. Avec cet album-là. Emmanuel Boucher, merci de nous avoir parlé. Puis on a ouvert la chronique, l'entrevue avec de la musique qui se trouve sur ton album, au titre d'ailleurs éponyme. Mais on va se quitter avec de la musique, justement, de ton merveilleux album que j'invite les gens à se procurer, notamment de façon numérique, bien sûr, dès maintenant. Merci beaucoup d'avoir Merci été là. à toi. J'aime vraiment sincèrement ton album. Merci! Yes. Serais-tu comme dans une autre chambre d'hôtel, y a juste une autre peine d'amour? Ou bien comme Pat Norman avec le cœur qui devient moins lourd? Ou encore Paul Larrache, le chasseur qui veut me reconduire? Comme Edith disait à Parkerville, tu peux dormir tranquille. L'auteur Stéphanie Giroux qui est avec nous pour nous parler de son plus récent livre Business Trip New York, Soit croquer la pomme. Stéphanie Giroux, merci d'être là. Enchantée, Hey, c'est avec plaisir. Ben, aussi. grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu es devenue une psychologue ou du moins est-ce que tu veux faire comprendre aux hommes ce qui se passe dans la tête d'une femme? Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu... ce que tu réussis à faire pour le lecteur masculin qui va pouvoir lire ton livre aussi. Ouais, là. écoute, moi, ça me fait plaisir d'abord que tu ouvres la porte avec le fil avec les lecteurs masculins. Parce que peut-être qu'il y a des messages à passer là-dedans ou que ça leur permet d'une façon très conviviale, je dirais, d'être dans la tête d'une femme. Mais c'est ça, que les messages que j'aurais à passer, dans le fond, c'est juste de s'ouvrir à peut-être une sexualité différente de ce qu'on pense, ou ce que les hommes pensent, je dirais. Parce que souvent, on voit la pornographie, on pense que c'est ça la sexualité qu'une femme aime avoir. J'essayais d'amener peut-être un message différent. Ou peut-être relancer la libido de certains couples. Est-ce que non, mais... Oui, tout à fait. J'appelle ça les bedtime stories, d'ailleurs. Oui, aussi, mais on va aussi, bon, évidemment, on a un peu dit ça en blague, à la rigolade, pour lancer le bien de l'entrevue, mais peut-être placer plus le contexte aussi de l'histoire. Il faut comprendre. Toi, tu es une femme de carrière, justement. Tu as fait plus de 20 pays. Tu as travaillé à l'international, différentes façons. Et justement, l'héroïne principale dans le film, c'est justement une femme de carrière. T'es une femme déjà de dans tête. un film, excuse-moi. L'héroïne du livre, oui. Ben oui. Je me suis fait des films dans la tête, par exemple, avec le livre. Mais effectivement, beau lapsus. Effectivement. Mais bref, c'est donc l'héroïne du livre est une femme de tête, une femme de carrière, un peu, bon, ce que tu as fait comme parcours. Quelle est la part de réalité de fiction dans ce livre-là? Ben, je dirais...
c'est sûr que c'est inspiré d'anecdotes, c'est inspiré de plein de... Je pense que je commence le livre comme ça, les bouchées de mes souvenirs ou dans le fond, c'est que oui, j'ai pris l'avion 150 fois, j'ai fait plusieurs projets, j'ai rencontré plein de gens. Donc, c'est sûr qu'il arrive plein de situations qui deviennent des sources d'inspiration. Ouais. Maintenant, après, comme c'est le lesquelles? roman. Comme lesquels? Tout le monde veut savoir c'est quoi la part de vérité et la part de fiction. Je dirais que c'est vraiment un mix des deux parce que le but, dans le fond, moi, c'était de rentrer dans un monde qui était plus créatif. Mais c'est sûr que ça a été inspiré de mes histoires un peu abracadabrantes, donc ça a donné ce résultat-là. Mais d'avoir l'héroïne qui se transporte dans une intrigue, donc frauduleuse, d'un projet informatique à l'international, ça t'est pas nécessairement arrivé. Là. Ça, c'est un... Pas nécessairement. OK, pas nécessairement. OK. Mais c'est que moi, je trouvais que le personnage, la façon qu'elle s'est développée, à force de rentrer dans le personnage et de raconter l'histoire, que je voyais d'ailleurs comme un peu un film en avant de moi. Oui. Là, bon. Donc, il y a un film quelque part. C'est ça, il y a un film. Mais c'est ça, donc c'est comme si le film se déballait devant moi et j'écrivais ce que je voyais. Puis le personnage est très zélé, donc j'ai décidé de pousser la limite de son zèle pour la mettre dans le trouble. Puis, puis est capable justement de pouvoir afficher une femme de tête, tu sais. Est-ce que les événements des dernières années, ne serait-ce que la femme qui prend sa place, il y a un mouvement pour donner aussi la pleine mesure aux femmes de pouvoir s'exprimer puis de se lancer en affaires, par exemple. Tu sais, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que tu te voyais un petit peu comme étant, en quelque sorte, pas une porte-parole, mais une continuité de ce mouvement-là, finalement? Mais il y a toute la portion d'empowerment des femmes qui est là, puis il y a l'autre portion aussi dans les médias qui est beaucoup la victimisation. Puis moi, je suis tannée d'entendre ça, puis je veux qu'on entende plus la portion d'empowerment. Okay. De dire qu'on peut avoir une position qui est plus forte, dans le fond, d'affirmer sa féminité, sa différence, mais pas dans un mode qu'on est soit victime ou soit antagoniste. Là, on peut juste être ce qu'on est. Ouais. C'est tout, là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est un peu une affirmation, c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais amener, c'est... J'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait « Journal de bord d'une méchante consultante ». Et là-dedans, j'amenais beaucoup d'émotivité. J'aime le titre, en tout cas. J'amenais beaucoup d'émotivité, d'anxiété qu'on vit sur les projets. Et je me suis auto-censurée. OK. Parce que je me suis sentie m'exposer, mettre de l'avant des émotions, des anxiétés, toutes sortes de remises en question en tant que professionnel qui intervient et qui coach des leaders. Et là, surtout pour des projets de transformation puis tout ça. Puis quand j'ai écrit ça, j'ai pas réussi à le sortir, mais quand je suis rentrée dans le roman, on dirait que la censure est partie. Et c'est là que j'ai pu exprimer pleinement les émotions qu'une femme peut vivre, les inquiétudes, les remises en question, les doutes qu'elle peut avoir. Ça a été plus facile parce que c'était du fictif. Aussi. Mais est-ce que d'avoir œuvré, puis là, je m'adresse à toi, Stéphanie, peut-être sur ce que tu as vécu, justement, en ayant plusieurs mandats à l'international, est-ce que la façon de voir la femme, en plus dans le domaine des affaires, déjà, on dit souvent que la femme, quand elle est justement en relation avec un homme, il y a déjà comme une espèce d'abaissement que la femme doit avoir. D'un, est-ce que ça, tu l'as senti? Ça, c'est ma première question. Est-ce que ça, tu l'as senti ou chez d'autres nationalités aussi? Parce que parfois, la femme a sa place, la place est différente. Est-ce que... Il y a deux questions en une, là, mais quand même... Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je dirais qu'on a un privilège en tant que femme canadienne ou nord-américaine. Je crois qu'il y a comme quelque chose d'inconscient culturellement qui est accepté. Ou comme d'acquis. Qu'on est plus égal à l'homme, puis même à l'étranger. J'avais trouvé ça très, très particulier. La première fois, c'était en 2003, j'étais allée au Cameroun. Puis là-bas, les hommes me considéraient beaucoup intellectuellement, professionnellement.
Et à un certain moment, je suis en train de discuter avec une douzaine de messieurs là, d'affaires, des hommes très sérieux. Cravatés, là. Et les 12 enfants où est-ce que je vivais sont arrivés en courant. Tati, Stéphanie m'ont sauté dans les bras et les hommes ont été décontenancés. Parce qu'ils ont fait, OK, on reconnaissait l'intellectuel, mais là, on voit la femme qui est nourricière, ça ne marchait pas dans leur tête. Ah oui, OK. C'était particulier. C'est arrivé en quelques secondes. Là. Oui. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème à interagir tant qu'on garde une espèce de rôle. Ouais. Mais quand on devient humain, là, humaine, et plus... il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'était une anecdote en Afrique. Mais tu sais, il y a eu plusieurs projets qu'il y avait très, très peu de femmes. Notamment mon projet à New York. Je veux dire, on n'était vraiment pas beaucoup de femmes sur le projet. Mais ce qui est intéressant, tu sais, dans le fond, c'est que le personnage est un peu comme j'étais aussi, très sportive. Puis ça crée des liens, puis ça permet aussi de prendre sa place. Donc, un côté leadership de meneur d'hommes, mais aussi un côté leadership d'esprit sportif aussi, qui a aidé autant moi que le personnage, je dirais, à naviguer. Là. Bien, vous apprendrez davantage de l'héroïne principale, puis bien sûr du livre. Vous pouvez vous le procurer un peu partout. Merci beaucoup, Stéphanie Giroux, de nous avoir parlé. Ça a été très agréable. Très agréable et très court, d'ailleurs. Oui. J'en aurais jasé très longtemps avec toi. Pour une autre occasion, ça sera un plaisir de te recevoir pour une suite. Merci. Merci. Avec l'actuelle pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont adopté des animaux de compagnie. Peut-être qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui en ont perdu des êtres chers, des animaux de compagnie aussi. En tout cas, ce livre-là se penche sur le deuil animal. Ça s'appelle « La vie sans Boris » et c'est de Stéphanie Bérubé, également co-auteur de ce livre, vraiment qui se lit très bien et qui est nécessaire ces temps-ci. Il est vétérinaire, mais également co-auteur de ce livre. Tout de suite avec nous, M. Joël Bergeron. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Pourquoi ce livre-là, d'emblée? Quelles ont été vos motivations de pouvoir écrire ce livre? C'est sûr que de mon côté, par mon expérience vétérinaire, mon expérience professionnelle, le deuil ou la perte d'un animal, on le vit pratiquement au quotidien avec les gens qui sont propriétaires. Bien sûr, mes propres animaux aussi que j'ai perdus au fil des années. Et je sentais le besoin depuis longtemps de trouver une façon d'accompagner les gens. Oui, parce que j'ai le privilège d'accompagner mes clients, mes propriétaires d'animaux depuis longtemps, mais de faire de façon un peu plus générale. Puis, des fois, un drôle de concours de circonstances, Mme Bérubé, qui était également cliente chez nous à la clinique, m'a approché sur ce projet-là qu'elle avait, elle, également en tête. Elle voulait avoir mon intérêt. Bien sûr, on s'est retrouvés à partager ce même sentiment-là, qu'il y avait un besoin bien présent là, de développer un livre, donner de l'information, et au-delà purement de l'information technique et professionnelle, un partage. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on ressent. Les gens sont mal à l'aise face parfois au fait qu'ils vont vivre un deuil. Et on le dit comme ça, ce n'est qu'un animal. Non, c'est un membre de la famille. Donc, on sentait ce besoin-là. Oui. Puis, il faut dire qu'il y a quand même, une différence entre perdre, par exemple, une maman, un amoureux, une amoureuse, mais en même temps, il y a des choses similaires quand on perd un chien, un chat, par exemple. Il y a des phases de deuil à faire qui sont similaires, des similitudes. Oui, effectivement, puis vous faites bien de souligner, c'est pas de faire un parallèle exact, une comparaison exacte entre perdre un être cher humain et perdre un animal, mais l'animal va également être aussi un être cher. Il se crée des liens, on devine facilement, très émotifs, que ce soit de courte durée pour la période qu'on a l'animal avec nous, ou des fois ça peut être pour 10, 15 ans et 20 ans et plus. Ces liens-là sont très forts, donc le détachement, la perte, implique automatiquement un deuil, et donc c'est de bien faire prendre conscience que le deuil d'un animal, ça existe et surtout, c'est normal. Ouais. Oui, tout à fait. Puis surtout aussi que dans certains cas, c'est parfois le propriétaire, donc le maître, qui peut faire le choix, dans le fond, avec l'euthanasie par exemple, donc d'arrêter la vie de son animal. Et ça, c'est un processus, j'imagine, de deuil qui est très différent aussi dans ces circonstances-là.
C'est un aspect extrêmement important. Et en fait, je vous dirais même que c'est l'aspect majeur de notre pratique professionnelle parce qu'on doit souvent passer par cette étape-là de l'euthanasie où il est relativement rare que l'animal va décéder, comme on pourrait dire, de sa belle mort. Ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est ce qu'on va souhaiter. Donc, il y a un choix à faire et l'animal ne peut pas choisir. Et je vous dirais, j'entends souvent les propriétaires me dire, Dr Bergeron, quel droit j'ai, moi, de choisir la vie ou la mort d'un être vivant, de mon animal. Mais moi, dans ma conception de ce pouvoir-là, si on peut le dire comme ça, c'est que c'est pas un droit, c'est un devoir. Ouais. C'est une responsabilité qu'on a envers notre animal. On a choisi de l'adopter il y a 6 mois, 2 ans, 15 ans. On en a pris toutes les responsabilités, mais la responsabilité ultime, c'est ce dernier choix-là. Et on a ce privilège en médecine vétérinaire depuis longtemps de s'assurer que nos patients ne souffriront pas inutilement. Ouais. Et c'est pour ça que je le vois plus comme un privilège qu'un droit qu'on se donne. C'est un devoir. Et vous répondez quand même à certaines questions dans le volume, dans le livre dans lequel on parle, La vie sans Boris. Entre autres, quand on vient de perdre un être cher, il y en a qui vont rapidement aller s'acheter un autre animal pour tenter un peu de faire un deuil plus rapidement ou pour ne pas avoir une absence, de ne pas avoir de vide. Est-ce que c'est si bon que ça? Est-ce que c'est à éviter, selon vous, de par votre expérience? En fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. Personne ne va vivre son deuil de la même façon. Pour certaines personnes, ils vont devoir, ils ont un besoin de se donner un temps de détachement. Question effectivement de vivre le deuil de l'animal précédent. J'ai eu des gens que je connais bien qui n'ont jamais adopté d'autres animaux par la suite, soit par respect ou par difficulté de sentiment de faire des comparaisons qu'ils auraient senti injustes envers le nouvel animal. Mais pour d'autres personnes, il y a un besoin rapide de combler un vide. Et ça aussi, il faut respecter ça. Donc, chaque personne doit se connaître ou en discuter avec des proches, avec leur médecin vétérinaire. Souvent, comme vétérinaire, on connaît assez bien aussi les gens au fil des années. Donc, on peut les guider justement, puis voir qu'est-ce qui semble plus approprié, opportun dans certaines situations, quel est le choix qu'ils peuvent prendre. Mais c'est dur de donner une orientation claire et précise, généralisée, parce que ça peut être tellement différent. Je comprends. Et peut-être aussi, parce qu'il nous reste peu de temps, mais quels sont peut-être les signes à surveiller quand la santé de notre chien ou notre chat se détériore? Est-ce que vous êtes un professionnel, évidemment, un vétérinaire, et puis quels sont peut-être les signes à surveiller pour les gens qui nous écoutent actuellement? Puis, c'est intéressant comme question parce que souvent on entend les gens dire « Ah, vous allez savoir quand c'est le bon moment ». Des fois, oui. Mais d'autres fois, les changements vont être très subtils. Et c'est là l'importance des observations qui vont être faites, par contre, par exemple, à la maison, et que les gens vont nous rapporter. Parce que souvent, notre question comme médecin vétérinaire, comme professionnel, ça veut dire « Qu'avez-vous observé? Quels sont les changements qui vous préoccupent? » Ça peut être l'appétit. Ça peut être la capacité à se lever ou à se déplacer dans la maison. Ça peut être des changements au niveau de certaines habitudes, la quantité d'eau qu'ils vont boire, la quantité d'urine produite, la digestion, est-ce qu'il y a des vomissements ou des diarrhées. Souvent des changements subtils ou simplement dans le comportement où normalement notre animal, notre chat ou notre chien nous accueille quand on revient à la maison. Oups, soudainement, il ne nous accueille plus. Il ne vient plus nous retrouver. Il n'a plus le même intérêt à faire ses marches, à faire des choses qui étaient extrêmement importantes pour cet animal-là. Soudainement, on les voit disparaître. C'est ces changements-là qui sont importants à noter. Intéressant. Et au moins, ce qui est beau de nos jours avec les médias sociaux, c'est qu'on peut partager des photos de nos meilleurs amis, nos compagnons qui nous ont quittés. Puis il y a comme une dose d'amour qui peut peut-être nous aider dans cette facette du deuil aussi dont on parlait un peu précédemment. Le livre s'appelle « La vie sans Boris ». Vous êtes le co-auteur avec Stéphanie Bérubé. Monsieur Joël Bergeron, merci beaucoup de nous avoir parlé. De rien, ça m'a fait plaisir. On la retrouve. Je suis content, je suis heureux. Enfin, Stéphanie Léveillé, salut.
Ça fait longtemps, mais Hey, ça fait du bien. Ben, oui. Vraiment, ça fait du bien, sincèrement. Puis évidemment, on s'aime d'amour, fait que je Bien pense que sûr. ça va être encore plus le fun, cet échange au cours des prochaines minutes. Et on a une passion commune pour l'art sous toutes ses formes, Oui. dont le cinéma. Et toi, tu t'es, ma chanceuse, incrustée sur un plateau de tournage. C'était quoi, en septembre dernier? C'est en septembre dernier, c'était à Laval, ici même, dans le quartier Saint-François, pour ne pas le nommer, tout près du Vieux-Pont. Je ne donnerai pas l'adresse exacte. Là. Ouais. Quand vous verrez le film, vous allez reconnaître l'endroit. Exact. Et Donc- du film Rive-Sud. là. Oui, Rive-Sud de Pierre-Philippe Chevigny. Donc, c'est son premier long métrage. Donc, c'est pas un jeune rookie qui n'a jamais rien fait. Là. Il a fait des courts-métrages auparavant qui ont été très, très bien reçus, notamment en Europe, gagné beaucoup de prix, notamment à la Berlinale Ouais. 2020, ça a été sélectionné par le Talent Project Market. Écoute, c'est vraiment un gros budget quand même pour le Québec, ici, c'est- pour on le parle de Québec, combien? là, c'est plusieurs millions de dollars. Ah, là. quand on même, parle, ok. c'est pas le plus gros budget, mais c'est quand même beaucoup à comparer de ce qu'on voit notamment sur des séries télévisées, entre autres, ce qu'on tourne très rapidement. Là, le rythme de tournage qu'on a sur ce plateau-là, c'est un rythme qui est assez rapide aussi. Donc, c'est échelonné, ça s'est échelonné du 17 septembre, du 11 septembre au 17 octobre. Donc, le rap pour les scènes lavalloises, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Là. Au moment Ouais. de se parler, c'est fait, mais quand même, ils ont été plusieurs jours ici. Quelques jours ici et Ok. là. Quartier Saint-François, j'ai eu la chance d'être là tout au long du tournage. Ils sont arrivés très tôt le matin, repartis vers 2 heures l'après-midi. C'est comme si plus rien n'était. Il y avait même une funéraille. J'étais comme, quand je suis repassé avant, j'étais comme, est-ce que c'est une vraie funéraille? Ah oui, il n'y a pas de Oui, caméra. c'est ça. C'était pas vraiment... c'est ça, c'était vraiment véridique. Mais Voilà. Là, évidemment, il y a une belle distribution. Des gros noms comme Marc-André Grondin que tu as rencontré. Ouais. Comment ça s'est passé, la rencontre? Et sur le plateau de tournage aussi, tes observations et autres? Ben, j'ai eu le plaisir de me promener, vraiment là, être une petite souris, là, puis aller voir un petit peu partout. Je m'infiltrais juste avant qu'il tourne les scènes. Je parlais avec le gars d'éclairage, je parlais avec un petit peu tout le monde. C'était une journée média, il faut le dire. Donc, une journée média sur tous les plateaux principaux. Les médias sont accueillis. Il y avait nous, il y avait Radio-Can, il y avait Cinémaniac, il y avait quelques-uns. Et puis, ça nous donne l'accès directement aux producteurs, aux réalisateurs, aux acteurs, ouais. aux comédiens, tous les artisans. Puis Ok. je peux dire que l'effervescence était là. Écoute, pour tout le monde sur le plateau, c'était leur retour de la pandémie. Ouais. Donc, c'est un plaisir. Il y avait un plaisir partagé. Ah oui, c'était tangible. Là. Ok. Oui, il y avait les mesures, c'était très, très bien organisé à ce niveau-là. Et puis, mais oui, l'énergie était là. Puis, Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je comprends qu'il y a peut-être des secrets qu'on voulait garder, là, mais tu as quand même capté quelques images qu'on voit depuis le début de notre conversation Ouais. et tout ça. Mais leur présence sur place ici en territoire lavallois, c'était pour quelle partie du film ou pour peut-être expliquer quel élément du scénario finalement? ben écoute, on va y aller avec l'histoire de base du film. Vas-y. Rive-Sud, ça raconte l'histoire d'Ariane, qui est jouée par Ariane Castellanos. Le rôle a été écrit pour elle, par Pierre-Philippe. Donc, elle, c'est une nouvelle traductrice français à l'espagnol. Elle travaille pour une usine de transformation alimentaire qui engage des ouvriers guatémaltèques, comme ça se fait couramment, très dans le domaine de couramment. l'agriculture aussi. Oui. Et puis, dans ce film-là, Pierre-Philippe nous montre la réalité qui est très difficile pour ces gens-là. Parce que, oui, on se dit, hey, ils se font une année de salaire en 3 mois, ils sont bien traités, etc. C'est pas tout à fait- toujours le cas. ouais. Pierre-Philippe a été vraiment très bien documenté sur la réalité. C'est tout le temps des docu-fictions qu'il fait, tout le temps avec un certain malaise, un certain mal-être en le regardant. C'est palpable. Là. Il joue souvent sur ces malaises-là, sur ces dissonances sociales qui sont très, très tabous parfois. Ouais. Les écarts entre les riches, les pauvres, mettons. Exactement. OK. Et puis, dans ce cas-ci, il nous montre le rôle de Stéphane, qui est Marc-André Grondin, qui l'incarne, qui est le propriétaire de l'usine alimentaire, que le gars, c'est un businessman, c'est un Québécois, il a hérité de sa terre, il travaille, puis il fait rouler ça, mais l'économie, toutes les pressions extérieures, les distributions... Donc, on comprend mieux pourquoi, justement, parfois... les dirigeants d'entreprise, on comprend toutes disons, comme l'aspect justement des immigrants, par exemple, Ouais. leur portion qu'ils ont à vivre, la pression que peuvent subir également Exactement. aussi les dirigeants d'entreprise. Est-ce que il s'avère que pour Marc-André Grondin, parce que je connais son travail, je sais que lorsqu'il choisit un rôle,
c'est toujours dans des considérations que ça va l'amener plus loin en tant qu'acteur. Et il choisit soigneusement ces rôles-là aussi. Oui. Il ne choisira pas un rôle juste pour travailler. Il veut que ça veuille dire quelque chose. Exact. Il veut passer un message. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec Marc-André. Je lui ai posé la question directement. Toi, pourquoi tu as choisi ce scénario-là? Parce que Pierre-Philippe Chevigny, il n'a jamais travaillé avec, il connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Oui, dans l'industrie comme ça, mais c'était pas un ami proche qui a dit « Hey, je vais faire le rôle pour toi ». Au contraire, ça lui a été proposé par Pierre-Philippe. Puis quand il a lu le scénario, Pierre-Philippe, il lui a mentionné « Hey, va voir tel documentaire, va voir telle documentation, hey, je t'envoie tel lien ». De recherche, puis informe-toi. Le personnage de Stéphane, au début, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a une entreprise au Québec qui veut que ça roule, mais au final, ça devient le mauvais gars sans, l'être, et 2, sans le vouloir, au détriment de beaucoup d'ouvriers, dont Ariane, qui a été embauchée comme interprète pour faciliter les choses, qui se lie d'amitié avec ces gens-là, puis qu'elle comprend la réalité parce qu'elle est d'origine guatémaltèque aussi, mais née au Québec. Donc là, il y a un clash social qui se fait, puis c'est très intéressant, très malaisant aussi. Pierre-Philippe m'a garanti que ça allait être le plus malaisant de ses films jusqu'à maintenant. Oui, il veut qu'on en parle, absolument. Tu viens me chercher clairement dans ça, parce qu'en plus, c'est un thème de l'actualité qui ces derniers mois. On voit à quel point, puis pour le contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi qu'on a actuellement, on doit se tourner vers les gens, les immigrants, vers plus que jamais, puis s'ouvrir aux autres. Il y a eu des cas de racisme aussi, de discrimination envers film en fait mention également. Oui, c'est pas tout rose, là. Il y a évidemment une trame qui est très, très pas moralisatrice, mais qui amène à faire réfléchir. À faire réfléchir. Puis quand même, quand je vois aussi, il nous reste moins d'une minute, mais tu sais, juste pour rajouter à l'intérêt de ce que tu viens de nous raconter depuis quelques temps, depuis quelques minutes, tu sais, des Antonio Ortega, Émile Schneider, Marc Beaupré, distribution également de Micheline Bernard, de Louis Oliva aussi, qu'on connaît beaucoup. Alors, c'est vraiment intéressant. Et ce film-là, Rive-Sud, en terminant, sera possible de le voir quand dans nos écrans? Pierre-Philippe m'a dit que ça devrait sortir probablement automne 2022, peut-être un petit peu plus tard. Il s'est dit, j'ai pas de date exacte, je veux le faire comme il faut. C'est son premier long métrage. C'est un gars qui tout a gagné. Exact. Et à mon avis, très peu à perdre si on se fie à la statistique des autres films qu'il a réalisés précédemment. Heureux de savoir ça. Puis surtout qu'il y a la pandémie aussi toujours qui sévit. Fait que c'est sûr que toujours avec le contexte pandémique, on ne le sait pas l'automne prochain.